Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai, consacré aujourd'hui aux tueurs en série. Héros de nombreux films à succès, les tueurs en série fascinent depuis toujours le grand public. Tellement Vrai a donc voulu en savoir plus et vous propose 2 documentaires inédits. Existe-t-il des points communs entre chaque meurtrier? Quelles sont leurs motivations, leurs méthodes? Comment fait le FBI pour décrypter leurs pensées et parvenir à les arrêter? Dans la peau d'un tueur en série, un documentaire Tellement Vrai. L'identification de ces personnes est un véritable défi. Les autorités estiment que plus de 200 meurtres non élucidés sont le fait de tueurs en série. I think most people want to expect that a murderer is going to be the guy that's foaming from the mouth. Well, when you look at a picture of Ted Bundy and he could be your attorney, and that upsets people because they want to protect themselves. You don't want to run into a guy like that. Unfortunately, you can't tell. We want serial killers to be like Charlie Manson, to have a wild-eyed look and a swastika tattooed in the center of their forehead. And we'd like to know them when we see them, and we get uncomfortable when we have someone who is a successful businessman and married and seemingly normal, but it's the mask of sanity. Underneath this, they have a second alternate life that they're leading that is very pathological, but is for them the most rewarding. 2 to 4% of the population probably are have some recognizable psychopathic traits, so they're out there. I guess I'd call it joy of being a serial killer, is to know that you can do it without emotional consequences. And these guys, I think, get a real kick out of it. They kill initially for the thrill, like taking a drug for the first time, and they get a high. And then maybe they'll do it again a year later. But it takes more and more of the substance, which is murder, to make them feel normal. Serial killers are the closest personification we have to evil because we can't figure out why they're doing what they're doing. Some identify with these serial killers for the wrong reasons. They might like to do it, but they just don't really dare to do it, and they live sort of vicariously. You have guys like Vlad the Impaler, who was the original Dracula, who killed hundreds of people. Now, he did it sort of out in public because he was the prince of the Transylvanian Principality, and so he wasn't being secretive about it, but he nevertheless seemed to take the same kind of delight that a serial killer takes from killing. The same sense of power, the sense of control that these guys get. And so this was, hundreds of years ago. Les contes et les cauchemars prennent une nouvelle vie au cinéma. Hollywood is fascinated with serial killers because normal people are fascinated with serial killers. But we have a fascination with monsters. We always have. We have a fascination with darkness as humans. And these evil folk, we ask ourselves, how did they get to be this way? Is there something in them that's in me? Le tueur en série dont on a sans doute le plus parlé est Jack l'Éventreur. Plus d'un siècle après ces horribles crimes, il est toujours le sujet de livres et de films. Good morning, ladies and gentlemen. Today is a very historic day. Bottom line, BTK is arrested. He's been going to the grocery store with us. He's been going to church with us. He's been sitting beside us in the movie theater. It was confusing. It did not make any sense. Not for the Dennis Rader that I know that sat in this pew in church. I thought I knew this guy for over a year, and you just don't know people. Le long cauchemar de Wichita débute le 15 janvier 1974. Charlie Otero, alors âgé de 15 ans, rentre de l'école et découvre une vision d'horreur. My world was turned upside down. My family was killed. And I found them all. I smelled the death, the fear, those smells and those senses have never left me. I can sense fear from a block away. They were all strangled, bound, the parents. She was found on the bed, strangled by the neck and gagged. She was gagged. The father was on the floor in a similar position. He had also been strangled. The little boy was in his bedroom, fully clothed, but he had 3 plastic bags over his head, plus duct tape around his neck.
En juin 2005, 4 mois après son arrestation, Dennis Rader avoue avoir tué Joseph et Julie Otero et leurs 2 enfants. Rader donne au juge une description très précise des meurtres. They started complaining about being tied up, and I re-loosened their bonds a couple of times. Tried to make Mr. Otero as comfortable as I could. Apparently had a cracked rib from a car accident, so I had him put a pillow down for his head. I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a decision to go ahead and put him down. First of all, Mr. Otero was strangled, or a bag put over his head and strangled. Then I thought he was going down. Then I went over and strangled Mrs. Otero, and I thought she was down. Then I strangled Josephine, thought she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. After that, Mrs. Otero woke back up, and you know, she was pretty upset and what's going on. So I came back and at that point in time strangled her for a death strangle at that time. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. All right, you hung her in the basement? Yes, sir. A family of 4 murdered in a ritual-style killing. That had never happened in the Wichita area before. It just didn't happen in Wichita, Kansas. It didn't happen out here on the plains of Kansas. A ritual serial killing was something that happened on the East Coast or on the West Coast in New York or LA, but certainly not in the heartland. So the Otero murder was the first time that we knew we had a crazy person out there. La police est perplexe, la communauté stupéfaite. Qui peut bien vouloir tuer une famille sans histoire comme les Otero? En avril 1974, Rader frappe à nouveau. Ses victimes sont Catherine Bright, 20 ans, et son frère cadet, Kevin. I have many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. Kathleen Bright was one of the next targets, I guess, as I would indicate. How did you select her? Just driving by one day, and I saw her go in the house with somebody else, and I thought that's a possibility. I broke into the house and waited for her to come home. She and Kevin Bright came in. I wasn't expecting him to be there. I think I had him tie her up first, and then I tied him up. Basically, I moved her to another bedroom, and he was already secure there by the bed. Tied his feet to the bedpost, on the bedpost, so he couldn't run. Kind of tied her in the other bedroom, and then I came back to strangle him. And at that time, we had a fight. When I started strangling, either the parent broke or he broke his bonds, and he jumped up real quick like. I pulled my gun and quickly shot him, hit him in the head. He fell over. I could see the blood, and as far as I'm concerned, I thought he was down. Went back to finish the job on Catherine, and she was fighting, and at that point in time, I've been fighting her. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. You say you used a knife on her. Yes. What did you do with the knife? I stabbed her. I think she said either stabbed 2 or 3 times, either here or here. Maybe 2 back here and 1 here, or maybe just 2 times back here. You were pointing to your lower back and your yeah, underneath the ribs. And your lower abdomen? Yeah, underneath the ribs. I heard him escape. It could be one of the 2. But all of a sudden, the front door of the house was open, and he was gone. And, I tell you what I thought. I thought the police were coming at that time. I heard the door open. I thought, no, that's it. And I stepped out there, and I could see him running down the street. So I quickly cleaned up everything that I could and left. Kevin va chercher de l'aide, appelle la police et décrit l'assassin de sa sœur pour l'établissement d'un portrait robot. At the time, Kathy Bright was not tied into or connected in any way to the Otero murder. There were some similarities, but the investigators at the time still were not thinking serial killer type person. Personne ne reconnaîtra Dennis Rader d'après ce portrait robot. Puis, fin 1974, un appel anonyme annonce à des journalistes qu'une lettre est cachée dans la bibliothèque municipale. Le Wichita Sun en publie des extraits le 11 décembre. It said everything. It said the reason why he was killing. It said why he was writing the letters, why he was communicating with the media. He wanted publicity. Les autorités ignorent que la lettre est de Dennis Rader. Il signe BTK.
Bind, torture, kill. Traduisez ligoter, torturer, tuer. Rader prévient la police qu'il y aura d'autres victimes. And then is when we became involved with the FBI, asked them for assistance, and with other profilers in the area of serial killers as to who might help us put some kind of an identity together for identifying this to determine whether or not is he going to do it again. Les agents du FBI et les enquêteurs de Wichita espèrent tous que BTK commettra une erreur, quelle qu'elle soit. Mais le consensus ne va pas plus loin. We were being told all along that the type of the individual we're looking for is a loner. This is a person that will not fit in. This is a person that will go from job to job. This is a person that cannot maintain any kind of a relationship for any length of time. But we just kept coming back to the fact that we didn't think that was right. At the very early stages of profiling, when we were just really taking a stab at doing this, it was obvious this is a sexually sadistic offender. En mars 1977, près de 3 ans après le meurtre de Catherine Bright, Rader tue à nouveau. I met a young boy and asked him if he could ID some pictures. Kind of as a ruse, I guess, a ruse as you call it, and kind of feel it out. And saw where he went, knocked on the door, and told him I was a private detective. And at that time, I had the gun here, and I just kind of forced myself in. I just walked in, just opened the door, walked in, and then pulled the pistol. Ce jour-là, la mère de l'enfant, Shirley Vayan, 26 ans, est à la maison, souffrante. I told Mrs. Vayan that I had a problem with sexual fantasies. I proceeded to tie the kids up, and they started crying and got real upset. So I said, "No, this is not going to work." So we moved them to the bathroom. She helped me. We tied one of the bathroom doors shut so they couldn't open it, and she went back and helped me shove the bed up against the other bathroom door. And then I proceeded to tie her up. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then I went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. 9 mois plus tard, Nancy Fox, 25 ans, est la nouvelle victime de Rader. She was spotted, and then I did a little homework. I dropped by once to check the mailbox to see what her name was, and then I just selected a night, which was this particular night, to try it, and it worked out. I confronted her, told her there I was had a problem, sexual problem, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. She smoked a cigarette. She finally said, well, let's get this over with so I can go call the police. And I said, okay. And she said, can I go to the bathroom? I said, yes. She went to the bathroom and I told her when she came out to make sure that she was undressed. I handcuffed her, had her lay on the bed, and then I tied her feet. And then I was also undressed to a certain degree. And then I got on top of her, and then I reached over, took either her feet were tied or not tied, but anyway, I think I had a belt. I took the belt and then strangled her with a belt at that time. Cette fois-ci, Rader signale lui-même le meurtre. Yes, you will find a homicide at 843 South Pershing. Nancy Fox. I'm sorry, sir, I can't understand you. What is the address? 843 South Pershing. That's correct. When the officers arrived at that scene, no one had been there. She was on the bed, face down, bound, gagged. There was the negligee laying right by her head where he had masturbated into it and laid the semen there by her head. She was laying down, her buttocks was pulled up, her panties were down between her knees and her thighs. Dennis Rader, 32 ans, est marié et père de 2 jeunes enfants. That was part of his psyche while leading his other life of being a family man in a very disturbing dichotomy of serial killer by night and family man by day. Rader redevient BTK 1 mois à peine après avoir tué Nancy Fox. Le 31 janvier de cette année-là, Dennis Rader nargue à nouveau la police en envoyant une lettre au Wichita Eagle. Elle contient un poème effrayant sur la 6e victime, Shirley Vayan.
What is this that I can see? Cold, icy hands take hold of me. For death has come, you all can see. Hell had opened its gates to trick me. But he certainly was not satisfied with merely murdering. He wasn't satisfied with merely causing pain in people's lives. He wanted some notoriety for it. Some serial killers want the infamy of what they're doing known. They want to terrorize the community as well as their victims. And this certainly was what BTK was about. And it's fueled by the narcissism, which is his need to be important, to believe, and to him to reinforce that he's smarter than everybody else. He's outsmarting the police, terrorizing the community, and this is all very heady, very intoxicating stuff. Rader envoie bientôt une autre lettre, cette fois à Cake TV. He said, quote, "How many more people do I have to kill before I get my name in the paper?" He said, I have something called Factor X. And you don't understand why I kill because you don't have Factor X. Factor X is something that makes me kill. And it's in a lot of us. 6 ans passent. Puis, en mai 1985, Rader redevient BTK. Il expliquera plus tard pourquoi il a attendu si longtemps avant de commettre son 8e meurtre. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically, you're looking for a victim at that time. And that, you could be trolling for months or years. But once you lock in on a certain person, then you become stalking. And that might be several of them, but you really home in on that person. They basically become that's the victim. Cette fois-ci, Vicky Wegerle, 28 ans, ouvre à un homme qui prétend travailler pour une compagnie téléphonique. C'est en fait Dennis Rader. I told her I was going to have to tie her up. She was very upset, and I think I used some material that was in, and that's another thing. I'm not sure, but I think I used the material that they had in their bedroom. And after I tied her hands, she broke that, and we started fighting. And we fought quite a bit, back and forth. All right, she was physically fighting you? Oh, yeah. Yes, sir. Mm-hmm. What happened then? Finally got the hand on her and got a nylon sock and started strangling her. De nouveau, l'enquête n'aboutit pas. 5 ans s'écoulent. En 1991, Dolores Davis, 62 ans, est la 10e victime. Au tribunal, Dennis Rader dit être entré chez Davis par effraction et avoir prétendu être un homme recherché qui avait besoin d'un repas et d'une voiture. Le corps de Dolores Davis sera retrouvé 12 jours plus tard sous un pont. Il n'y a toujours pas de suspect. Les recherches s'activent, mais Dennis Rader, le tueur en série, ne réapparaîtra pas avant 13 ans. Everybody thought that BTK was a dead case. Everybody thought that he had either been arrested and incarcerated or that he had died. So everybody kind of forgot about BTK until 2004 when he started communicating again. And then he began terrorizing a whole new generation of Wichitans. Le 17 mars 2004, les bureaux du Wichita Eagle reçoivent une lettre. Elle contient une photocopie du permis de conduire de Vicky Wegerle et des photos de la scène du meurtre en 1991. We knew he had a whole inventory of items that he had taken from the various crime scenes, and that the probability is he was holding on to those. We knew he was taking pictures at the crime scene. 2 mois plus tard, une nouvelle lettre adressée à la station Cake TV. Elle contient un message énigmatique. Look at the words that are found in that puzzle. The words like cruise, sex, build up, steam, go for it. And then he talks about his MO, you know, fake ID. Et plus inquiétant encore, ce qui semble annoncer un livre. The BTK story, a serial killer is born, dawn, fetish, fantasy world, the search begins, BTK haunts PJ. And it went through the chapters 1 through 13. Seemed like he was referring to a killing that was a part of another chapter. First of all, we didn't believe it was BTK because it had been so long, and I think the police department and the FBI were very skeptical that this guy could be BTK. But obviously he began enclosing information that only BTK would know about, including items from the victims, pictures that only BTK would have taken. And then everybody was just really taken back
My God, the story has started up again. Here we go again down this same path. How could this be? He started giving us trophies back, which was totally contrary. Here he'd saved these things for, what, 25 years plus, and now he started leaving them out. Not only did he give them back, but he left them out in such an area of town where they could have literally been picked up and thrown away. I mean, someone could have walked right past them. Au cours des mois suivants, les lettres et les paquets affluent. Ils sont laissés près de poubelles ou envoyés aux médias. Every time we got a letter, we'd give it to the police department, but we'd also do several stories on it. He'd respond again. We'd get a letter, the police department would respond to the letter, have a news conference, then he'd respond again. En janvier 2005, Rader passe la vitesse supérieure. Il envoie une carte postale à Cake TV et fait passer un message très personnel. And then it said, to the news team, thank you for getting the message out. And then it said, P.S., sorry about Susan's and Jeff's cold. My co-anchor and I had colds, and we referred to our colds on the air. Really creepy, really spooked us out. When you compare the first communications to this last year's communications, you'll see a definite change in his tone. The first communications were full of anger. They were full of rage. He just almost wanted to reach out and hit you through his communications. And the later communications, the ones that we started receiving here in the last year or so, there was a tone change. He had a pattern in mind. Puis, le 16 février 2005, une disquette arrive à KSAS, une chaîne de télé locale. With the sophistication of computer software and all that stuff, they're able to plug in a lot of information at the same time. And of course, the technology with the disc and all the stuff that came out, they were able to narrow it down pretty quick. La disquette vient d'un ordinateur de la Christ Lutheran Church de Wichita. Le 25 février, la police arrête Dennis Rader, 59 ans, administrateur en chef de l'église. There was no basis to believe that there was any accomplice, that there was anybody else involved, and that Dennis Rader was BTK. And upon his arrest, it became as crystal clear as it could be that Dennis Rader was BTK. Après l'arrestation, la police rend visite au révérend Michael Clark de la Christ Lutheran Church. Clark n'est pas près de l'oublier. I mean, it was confusing. It did not make any sense. Not for the Dennis Rader that I know that sat in this pew in church, was my council president at the time, and has done a lot here since, just in the 4 years that I've been here. L'arrestation de Rader choque le Kansas et l'Amérique. He was the guy next door. He was going to our church. He was shopping with us. He was one of us. How could that be? You know, when they said when he was caught, it could be your coworker, it could be your friend, it could be your neighbor, I'm thinking, yeah, right. I thought I knew this guy for over a year, and you just don't know people until, you know, you just don't know. He was a member of the community, but he faked his membership in the community. Because every relationship that he had to be lying. Every relationship he had to be telling people untruths. He had to be betraying their trust in order to maintain the secret world that he had. En apparence, Dennis Rader semblait tout à fait normal. La police estime que pendant 33 ans, la femme de Rader n'a jamais soupçonné sa double vie, pas plus que leurs enfants. Ed Gein is the superstar of serial killers in a way because he actually wore their skin and ate their flesh and stuff like that. It's insane. You murder somebody and you wear their skin? It's nuts. That's, you eat their flesh, you cannibalize them? Hey, it doesn't get crazier than that. It's beyond being human. Le père d'Ed Gein meurt en 1945. Sa mère décède 5 ans plus tard. Ed condamne sa chambre et la préserve tel un sanctuaire. And he's a nice man, just like anybody else. The only difference, I'd say, in the man, he seems to be a little odd. Yeah. He's sort of the poster child, if there is any such a thing as a typical sort of background or history. Ed Gein has it with the abusive childhood and a very domineering maternal figure in his life. Très vite, Gein profane des tombes fraîches.
Il retire la peau des corps pour fabriquer des vêtements et des objets de décoration. À la même époque, la police du Wisconsin commence à enquêter sur une série de disparitions. Les enquêteurs trouveront les restes de 15 femmes dans la ferme de Gein et ses alentours. Oh God, mother! Blood! Blood! L'histoire de Gein inspirera le film culte Psychose. Ce film est réalisé par Alfred Hitchcock avec Janet Leigh et Anthony Perkins. Gein inspirera d'autres films, dont Le Silence des agneaux et Massacre à la tronçonneuse. And Ed Gein was really the first serial murderer that had nationwide attention. The fascination of what these people do to human beings is something even life can't describe. You know, these are the people that do things that in our imagination we can't possibly think about doing. En 2001, l'acteur Steve Railsback joue le rôle du tueur en série dans un autre film intitulé Ed Gein. I'm gonna do it, and she's not gonna stop me. He had a terrible childhood. His mother hated women, and so he grew up constantly being told that women were evil, that women were the devil's work. And he was a simple farm person. And his reason for doing all this was his mama told him to. Mama told me. I don't want no whore. Mama always said that if a woman's good enough for intercourse, she's good enough for marriage. Did I ever tell you you reminded me of her? I do. Ed Gein finira par avouer 2 meurtres, ceux de Mary Hogan et de Bernice Worden par balle. Toutes 2 avaient la cinquantaine, comme la mère de Gein à sa mort. La police ne pourra jamais soutirer à Gein d'autres aveux. En 1958, il est reconnu aliéné et interné dans un hôpital psychiatrique du Wisconsin. 10 ans plus tard, des psychiatres estiment que Gein peut passer en jugement. A lot of people just thought he was sort of this harmless old man who lived out in the woods, which he wasn't. And I think that another part of it that bothers people or that really worries them is that this could be somebody living next door to them. I had never tried a case of that magnitude. No one had. It was probably the equivalent to the Lindbergh kidnapping. How many did he kill? I would say between 6 and 10, but he robbed so many graves. He would keep the skulls and the different artifacts, human skin, in the house. It was impossible to determine with precision how many people he had killed and how many graves he had robbed. Gein est déclaré non coupable pour cause de démence. Il est renvoyé à l'hôpital psychiatrique. Il y meurt d'un cancer en 1984. Mais si Ed Gein a la palme de la folie, John Wayne Gacy a celle de la productivité. Entre 1972 et 1978, cet entrepreneur en bâtiment, divorcé et père de 2 enfants, viole, torture et assassine pas moins de 33 adolescents dans la région de Chicago. Tout comme Gein, Gacy crée un musée des horreurs dans sa propre maison. Après son arrestation en 1978, les enquêteurs déterrent 31 cadavres, pour la plupart dans le vide sanitaire de sa maison de banlieue. 2 autres corps sont repêchés dans une rivière avoisinante. John Wayne Gacy didn't capture our imagination because he was so gruesome. He captured our imagination because he was so, quote, apparently normal, end quote, and doing all these strange things. D'ailleurs, nombre de ses voisins considèrent Gacy comme un homme sympathique et serviable avec les enfants. John Wayne Gacy is
an example of another guy who's kind of at the high end of the social competence, and married and has a business and is involved in politics. Yet at the same time, he was raping and murdering boys and involved in necrophilia and all of these things. En 1980, Gacy est reconnu coupable des 33 meurtres, le nombre le plus élevé dans l'histoire des États-Unis. Make no excuse. Give Gacy the juice. 14 ans plus tard, Gacy est exécuté par injection au centre correctionnel de Statesville, dans l'Illinois. Il a 52 ans. My next question is why you actually took the lives of your victims. Yeah, I'd like to know the reason for that too. I don't know. On le surnomme le cannibale du Milwaukee, ce qui est justifié. Jeffrey Dahmer prenait un plaisir sadique à torturer, puis à manger ses victimes. I injected another syringe full of that dilute hydrochloric acid, and that's what killed it. I wasn't trying to kill him, but that's what happened. Enfant dans les années 60, Dahmer se réfugie dans son monde. Son jeu préféré est de tuer de petits animaux, de leur retirer la peau et de nettoyer les os à l'acide. That's the sort of thing that should raise a flag of concern when we have that sort of behavior, or prolonged torturing of any animal. Enjoying that, that's the sadistic element that is of concern, because you're only a step away. Animals can show fear, they can cry, they can scream. Adolescent, Dahmer se met à boire. Il devient lunatique, introverti, asocial. Peu après la séparation de ses parents en 1978, il frappe pour la première fois. Il prend un adolescent de 19 ans en autostop et a des rapports avec lui. Puis, il lui fracasse le crâne avec un pied de biche. Dahmer traîne ensuite le corps dans un vide sanitaire, le démembre et stocke les morceaux dans des sacs en plastique. Some of it had to do with loneliness. He didn't want these people to leave, so he killed them to keep them around. I think that was sort of unique, perhaps, to Dahmer. Dahmer commence alors à hanter les bars gays de Milwaukee et de Chicago à la recherche de victimes. Ce sont toujours des hommes jeunes, noirs pour la plupart. Somehow the violence and sexuality got paired. Violence itself becomes eroticized, and that becomes the exciting part of it. Plus tard, Dahmer confiera naïvement ses méthodes dans une déposition à l'avocat Robert Slattery. C'est une vidéo inédite à la télévision. You would make offers to lure young men by offering them money. Sometimes, yes. And what you'd offer them money for is for the taking of pictures. Occasionally. You'd also offer them drinks. Mm-hmm. Your answer is yes? Right. And you didn't necessarily propose a sexual encounter, but you hoped that it would lead in that direction. Right. The other procedure that you utilized was to drill holes through the bone, through the skull of your victims? Yes. What did you inject into the hole? Sometimes hot water, sometimes a weak acid solution. What sort of acid? Hydrochloric. Now, what was the purpose of that drilling technique now? To put the person in a sort of zombie-like state. I didn't know exactly what it would do, but I was experimenting, if you will. What do you mean when you say a zombie-like state? What are you trying State to where he would be willing to just follow my orders and not want to leave. La série de meurtres de Dahmer s'étale sur 13 ans. Elle se termine en juillet 1992, toujours à Milwaukee. Dahmer menotte une nouvelle victime dans son appartement. Mais l'homme de 32 ans parvient à s'échapper. Il conduit la police chez Dahmer. Ils y trouvent les restes de 13 cadavres, dont des têtes humaines dans le réfrigérateur. He would murder them and decompose them, he cannibalized them. There were photos of some of the most ghastly things that you could ever imagine happening to a human being that Dahmer did to his victims. En février 1992, Jeffrey Dahmer, 31 ans, est reconnu coupable de 15 meurtres. À l'époque, on s'arrache déjà cette étrange histoire.
Everybody was trying to do a Dahmer thing, you know. It was sick, disgusting, exploited for money. Book writers, movie makers. It's okay for them to make money, but God forbid that the families of the victims should get anything for what happened to them. Jacobson lance un procès civil contre Dahmer. Le juge attribue aux familles une somme totale de 120 millions de dollars pour préjudices moraux. Mais d'où vient cet argent? Sûrement pas de la poche de Dahmer. We had actually, in LA, arranged with some writers, and how we were going to do it was that Jeffrey Dahmer would be interviewed face-to-face and filmed. And basically, for his first-person story rights, you know, Jeffrey, how'd you get to be such a sick individual that did so many demented, disgusting things with your victims? You know, that story was worth $1 million. Dahmer refuse de parler. Jacobson a alors une autre idée. Il est difficile d'y croire. We knew that the 311 items that were confiscated by the police from Jeffrey Dahmer's apartment, which included the vat that he used to boil down his victims, the hypodermic needle he used to lobotomize his victims, the cutting utensils he used to cut up his victims, the acids he used, and the lava lamp, everything else that was in that apartment would have a value. Le même juge décrète que les familles des victimes ont le droit de saisir la propriété personnelle de Dahmer. So that was our plan. We were going to have a Jeffrey Dahmer auction and sell off to the highest bidder all of Jeffrey Dahmer's assets. Plus troublant encore, les chaînes de télé du monde entier se bousculent pour filmer les enchères en exclusivité. Mais l'idée est jugée révoltante, surtout à Milwaukee. What ultimately happened there was that Joe Zilber, who is a philanthropist, wealthy property owner in Milwaukee, did not want to see something like that happen. He did not want a Jeffrey Dahmer auction. He thought it would be terrible for the world, terrible for Milwaukee. He stepped up and ended up, through negotiations, paid us $430,000, which then was divided up amongst all of the victim families. My fee, of course, I gave to charity, and that's how that ended. Oui, mais la collection morbide est toujours là. Joe Zilber finira par faire détruire les biens de Dahmer. Jeffrey Dahmer mourra en prison, battu à mort par l'un de ses co-détenus. Les criminologues s'accordent sur le fait que Dahmer a le profil de la plupart des tueurs en série, un homme blanc de moins de 35 ans. Aileen Wuornos ne correspond pas à ce profil, du moins en apparence. Mais en vérité, cette femme surnommée la putain au pistolet et la faucheuse des autoroutes n'était pas différente des hommes. There is a common link in these mystery murders. All 8 were white, middle-aged men. They had all been robbed, their vehicles stolen and abandoned, and they had been shot with a small caliber gun and their bodies dumped in rural areas similar to this one. Black widows, they murder their husbands for the money or what have you. Nursing home murders. You've got angels of mercy killings in hospitals. But she, to the best of my knowledge, was the only serial sexual killer who was a female. And that makes her very interesting. Tout comme Jeffrey Dahmer, Aileen Wuornos vient d'une famille à problème. Son père, Leo Wuornos, est en prison pour le viol d'une fillette. Il se pendra dans sa cellule. Lorsqu'Aileen a à peine 4 ans, sa mère l'abandonne chez des proches. Aileen Wuornos had a very disturbed childhood. She had severe mental illness. She also had a motive of rage and revenge against the people that she felt had destroyed her as a young child. À 14 ans, Aileen est enceinte. She hid her pregnancy for 6 months. Finally, after 6 months, she had to disclose her pregnancy, at which time she was immediately sent to a home for unwed mothers. Elle fait adopter l'enfant, puis prend la route. She wound up being a prostitute, in which prostitutes are almost by definition abused by the men around them. So after this long period of abuse, she starts killing people. I saw him coming toward me, and then I was going to turn to look at him, and before I even got a chance to turn to look at him, he whipped a cord around my neck. He said,
You're gonna do everything I tell you to do. And if you don't, I'll kill you right now. Hélène tue l'homme, elle tuera à nouveau. Toutes ses victimes sont des clients. She apparently gets some kind of a sexual thrill out of the actual killing of these guys. So then, and I think that what this is a kind of just such a reversal of roles. En 1989 et 1990, Wuornos abat 6 hommes en Floride. La police la retrouve et l'arrête en janvier 1991. Wuornos avoue les 6 meurtres. En 1993, elle est condamnée à mort. 9 ans plus tard, elle est exécutée par injection dans une prison en Floride. Elle a 46 ans. Entre-temps, on écrit des livres et on tourne des films télé. Puis, en 2003, l'histoire d'Hélène Wuornos arrive au cinéma avec Monster, encensée par la critique comme par le public. She wasn't glamorized in that movie. She was pretty well portrayed as just pathetic. Charlize Theron remportera un Oscar pour sa fascinante interprétation de Wuornos. She was a flawed human, like all of us, and I'm a true believer that, you know, we all make certain choices in our life, and she made some really bad choices in her life, but she also came from a very unfortunate place. Nous savons tous que les tueurs en série sont capables des crimes les plus inconcevables. Mais une question subsiste. Pourquoi ce besoin de tuer? Most of them are killing for power or out of rage. They want to have control. Yes, there probably is a sexual element, but that element is part of having absolute control over somebody else. There's something missing there that this lack of compassion and empathy and concern for others is. They're very devoid of this. Many serial killers enjoy killing. I think it was Ted Bundy who said that when he was strangling a victim or killing a victim, and he saw the life go out of the eyes, that was the greatest moment. He felt like God. They're completely disconnected from humanity in general. And that's very difficult for people to understand because as human beings, we look at people and say, how could you possibly do something like that? How could you make that person suffer? How could you eat them? How could you dismember them? But to the serial murderer, there's absolutely nothing of any meaning to the act that they do. There is an ability to kill in the most ordinary people. Sometimes it goes back to the idea that we're sort of flipping back into the Stone Age, that this is the old killer instinct that is buried in the human soul as a kind of survival mechanism that propels us to kill, or at least allows us to kill. Le débat fait rage. Les tueurs en série sont-ils un produit de leur environnement ou sont-ils nés pour tuer? There may be a genetic predisposition to violence, and then if somebody has that and they're brought up in an abusive environment, then we're almost guaranteed to create a monster. But we also know that a lot of people have been brought up in abusive environments and they do not become serial killers and serial rapists or violent offenders. So it isn't just nature alone, it isn't just nurture alone. It's quite often some not well understood nature-nurture tango that create violent offenders. Something goes wrong in prenatal life. This is not passed down in families. This is not something that occurs in generations. It's not like inheriting, the blue eyes from your family. This is something that doesn't express itself until you're in your early teens, when brain chemistry, when brain hormones, and brain structure are all changing. Because this is the age at which the first murder occurs for the serial killer. The problem with the serial murderer is that they don't really have a personality. They don't have anything that you can diagnose. They are such chameleons that they become whatever their environment wants them to become. And they're tremendous actors. Malgré les méthodes les plus avancées pour anticiper les actions des tueurs en série, certains arrivent pourtant toujours à passer entre les mailles du filet. Aux États-Unis, on estime que 50 tueurs en série sont toujours en liberté, tellement vrai à chercher à en savoir plus sur ces affaires encore non résolues qui passionnent l'Amérique. Un serial killer est quelqu'un qui tue plus d'une personne et fait une pause entre deux. Généralement, on voit au moins 3 meurtres. Jusqu'en 1970, on ne parlait pas de serial killer.
Mais après 1970, le nombre de serial killers aux États-Unis semble avoir monté en flèche. Charles Manson, Jeffrey Dahmer, BTK. Avant qu'ils ne soient attrapés, les fous dangereux comme eux ont engendré une culture de meurtre en série. Aux États-Unis, environ 20 serial killers par an sont responsables d'environ 200 victimes. Prédire qui ces criminels prolifiques vont mutiler, torturer et exécuter semble impossible. Mais quand les serial killers ne sont pas arrêtés pour leurs actes sauvages, la terreur qu'ils sèment peut durer à jamais. La plupart sont arrêtés, mais quelques-uns peuvent courir dans la nature pendant longtemps, accumulant les victimes. Quand on entend le terme serial killer dans son quartier, ça évoque les images de nos peurs les plus folles, de quelqu'un qui va nous prendre par surprise ou venir dans notre refuge et faire du mal à ceux qu'on aime. Les meurtres en série sont rares dans des endroits comme Boca Raton en Floride. L'oasis côtière est célèbre pour son opulence et pour son paradis du shopping. Mais pendant 9 mois, en 2007, un tueur a transformé le centre-ville en un terrain de chasse à l'homme. Ce centre commercial est très fréquenté et ces crimes sont arrivés en plein jour. On en a parlé. Nous avons un serial killer dans la nature. La première victime est Randi Gorenberg, 52 ans et mère de 2 enfants. Randi était pleine de vie. Elle avait une personnalité magnétique. Quand elle riait, on avait envie de rire avec elle. Le matin du vendredi 23 mars 2007, Randi va faire des courses au centre commercial du centre-ville. Elle n'est jamais revenue. J'ai reçu un coup de fil de mon gendre. Il était hystérique au téléphone. Il m'a dit « Heidi, venez ici immédiatement ». On est arrivé à la maison et j'ai vu mon petit-fils assis par terre, appuyé contre un poteau. Il s'est relevé d'un bond, est venu en courant vers moi et m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Maman est partie. Maman est partie. » Je lui ai dit « De quoi tu parles ?» Et lui « Maman est morte. » Randi Gorenberg a été retrouvée morte, tuée par balle sur une bretelle d'accès le long de Charles Park, dans le quartier de Delray Beach. Elle a reçu une balle dans la tête à bout portant et elle a été jetée de son 4x4. Le véhicule a été trouvé abandonné moins d'1,5 km au nord, garé derrière un magasin Home Depot. L'affaire Gorenberg n'est pas apparue comme un incident lié au centre commercial avant que la police ne retrace ses pas. Ils ont découvert sur la cassette vidéo qu'elle avait quitté le centre commercial. En fait, à 13h16, les caméras de sécurité ont filmé Randi sortant du centre commercial entre Sears et Neiman Marcus. Nous l'avons observé quittant le centre commercial avec ses paquets, marchant vers son véhicule qui était garé sur le parking. Nous l'avons vue marcher, pleine de vie. Et c'est la dernière image que nous avons d'elle. Nous ne l'avons pas vue monter dans sa voiture. La police pense que le tueur a d'abord confronté Randi Gorenberg sur le parking. Mais ils n'ont aucune preuve. Il n'y a pas de caméra de surveillance au-delà des entrées. Les caméras étaient pointées vers le centre commercial et c'est sorti. Le parking n'avait pas de caméra. La dernière vidéo enregistrée provient de l'endroit près d'où le tueur a laissé le 4x4 Mercedes de Gorenberg. Nous avons récupéré une vidéo près du magasin Home Depot qui montrait une Mercedes arrivant sur le parking juste après le meurtre. Nous ne savons pas pour l'instant ce qui s'est passé pendant ces 40 minutes après qu'elle a quitté le centre commercial. Les articles qu'elle avait achetés n'étaient pas dans le véhicule. Elle n'avait plus les tennis Puma qu'elle portait ce jour-là, ni son sac à main Kuba. Randi Gorenberg portait des bagues que sa famille n'a pas reconnues. Il est possible qu'elle ait acheté ces bagues au centre commercial ce jour-là, mais la police enquêtait sur la possibilité que quelqu'un lui ait mis ces bagues. Quel individu ignoble,
peut regarder une belle femme et lui tirer dans la tête? Comment peut-on faire ça? À bout portant en plus. Comment peut-on faire ça? Qui est cet individu ignoble? 5 mois après le meurtre de Gorenberg, une deuxième femme devient la proie du tueur du centre commercial. Le 7 août, on a reçu un appel du service de voiturier du centre commercial nous disant qu'une femme s'était garée et qu'elle avait été ligotée dans son véhicule avec son fils. Et elle a déclaré qu'elle avait été enlevée au centre commercial après avoir fait ses courses. C'est la jeune mère qui a été kidnappée. Elle cache son identité car elle est toujours terrifiée de l'homme qui l'a prise, elle et son fils de 2 ans, en otage. Il était très calme. C'était ça le plus effrayant. Tout semblait avoir été prévu. J'ai juste pensé que c'est ce qu'on ressent avant de mourir. La terreur commence dans le parking de Nordstrom où une brute sans pitié s'en prend à Jane Doe et son enfant. Je suis arrivée à ma voiture et installé mon fils, l'ai démarré et suis allée mettre la poussette dans le coffre. C'est alors que j'ai entendu mon fils pleurer. « Maman !» Je suis allée voir ce qui se passait et c'est alors que j'ai vu ce type assis à côté de lui. Braquant un revolver sur le garçon de 2 ans, l'homme demande à Jane Doe de lui donner ses cartes bancaires et son argent. Il la force ensuite à aller à un distributeur de billets. Il m'a dit de retirer $200, alors j'ai retiré $200. Il m'a demandé de retirer $200 à nouveau. C'est ce que j'ai fait. Puis il m'a demandé de retirer 200 autres dollars. C'est ce que j'ai fait. Et je lui passais l'argent. Quand j'ai voulu retirer 200 à nouveau, ça a été refusé car j'avais atteint mon maximum. Quand je lui ai donné l'argent, je lui ai dit « Bien, vous me ramenez au centre commercial maintenant ». Et il a répondu « Conduisez ». Ils sont partis vers l'ouest du centre commercial jusqu'à un parking où ils ont changé de place. Il l'a mise à l'arrière, lui a ligoté les pieds et l'a menotté. Puis il me ligote le cou et m'attache à l'appui-tête. Il enlève mes lunettes de soleil et me met des lunettes en plastique. Elles ont du scotch noir à l'intérieur. À ce moment, je ne sais pas quoi penser. Je sais que je suis ligotée et que je ne vois rien. Mon fils est à côté de moi. Je me mets alors à pleurer et à l'implorer. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. S'il vous plaît, ne nous tuez pas. » Pendant plus de 30 minutes, l'homme fait des allées et venues sur l'autoroute de Floride avec Jane et son fils. Il est arrivé sur l'autoroute par accident. Il était évident qu'il était furieux. J'essayais juste de lui faire comprendre que j'étais aussi un être humain, en essayant de ne pas le contrarier. J'essayais juste de lui parler. Je parlais à mon fils. Je lui disais que je l'aimais et que tout allait bien se passer. Puis, sans raison apparente, le tueur reconduit la mère et son fils au centre commercial. Il se retourne vers l'arrière et enlève les lunettes de soleil. Il sort des lunettes de natation et me les met sur le visage. Avant de partir, il lui a pris certaines pièces d'identité. Elle a réussi à se libérer et à conduire jusqu'au service de voiturier où ils ont appelé la police. La police qui est arrivée sur les lieux a dit au père de mon fils qu'une femme avait été kidnappée ici et tuée quelques mois auparavant. Je n'en avais même pas entendu parler. Je n'en savais rien. En décembre 2007, 4 mois après l'incident de Jane Doe, l'homme file Nancy Bokikio et sa fille de 7 ans, Joey. C'était elles deux contre le monde. Ma sœur faisait tout pour Joey. Elle était tout pour elle. Joey était extraordinaire, vraiment. Elle était affectueuse, gentille, généreuse, comme ma sœur. Le mercredi 12 décembre 2007, quelques jours avant son 8e anniversaire, Joey et sa mère vont au centre commercial du centre-ville. Sa fête d'anniversaire était prévue pour le samedi, alors Joey était excitée. Le gâteau est cuit! Le 12 décembre, on a reçu un appel un peu avant minuit nous disant que 2 corps avaient été trouvés dans un 4x4 noir. Nancy Bokikio et sa fille de 7 ans ont été trouvées dans le 4x4 Chrysler Aspen de Nancy, juste devant le magasin Sears du centre commercial. Elles ont toutes les deux reçu une balle dans la tête à bout portant. Quand les Bokikio ont été trouvées mortes, la police a déclaré que leur mort était suspecte.
C'était un meurtre très sadique. Nancy a été ligotée, sa fille aussi. Nous pensons qu'elles ont été tuées dans le véhicule, mais en ce qui concerne où cela s'est passé, à savoir au centre commercial ou à un autre endroit, pour l'instant, nous ne savons pas. Nous pensons que le suspect ne l'a pas suivi depuis le centre commercial. On les voit quitter le centre commercial main dans la main après avoir fait leurs courses de Noël. Tout ce que nous savons, c'est qu'environ 10 minutes après avoir quitté le centre commercial à 15h11, un appel a été donné de son téléphone à la police, qui a été immédiatement raccroché. On a aussitôt essayé de la rappeler, mais ça n'a pas répondu. Environ 10 minutes après son appel à la police, le 4x4 noir de Nancy se gare devant la Bank of America près du centre commercial. De l'argent a été retiré à un distributeur avec la carte bancaire de Nancy. 600 $ ont été retirés. Il y a une vidéo de surveillance au distributeur, mais elle ne donne pas grand-chose pour l'instant. Presque aussitôt, les enquêteurs établissent un lien entre les meurtres des Bokikio et l'enlèvement de Jane Doe le 7 août. L'affaire des Bokikio ressemble beaucoup à l'histoire des victimes d'août. Dans les deux cas, les victimes ont été ligotées, elles ont dû retirer de l'argent et ont été forcées à porter des lunettes de natation avec du noir sur les verres. Des profilers du FBI m'ont dit que cela suggérait un genre de signature. Il n'est pas nécessaire de commettre le meurtre, mais il doit faire ça car il en tire une certaine satisfaction. Avec Jane Doe, la police dessine un portrait robot du tueur. La description fait état d'un homme blanc ou peut-être hispanique, rasé, peut-être avec une queue de cheval, environ 1m80 à 1m82, 77 à 80 kg, portant un chapeau à bord flottant, des lunettes de soleil. Depuis janvier 2008, une équipe spéciale formée de la police de Boca Raton et du bureau du shérif du comté de Palm Beach enquête sur les meurtres des Bokikio en même temps que celui de Randy Gorenberg et de l'affaire Jane Doe. Les victimes conduisaient de gros 4x4 noirs aux vitres teintées. Ça permet peut-être au suspect de ses affaires de se cacher. Il prend pour cible ce genre de situation dans le parking du centre commercial. Une des choses que les enquêteurs ont examinées en profondeur, c'est le peu d'argent qui est pris. Est-il nécessaire de tirer une balle dans la tête d'une femme et de sa fille pour 600 $? Le montant d'argent pris et les périodes entre les affaires prouvent que le motif est bien plus qu'un gain financier. C'est plutôt une question de contrôle. C'est ce que la police examine en regardant la possibilité de meurtre en série. Cette personne arrive préparée avec des objets qu'elle peut utiliser et elle est là pour faire du mal. Toutefois, cette question subsiste. Pourquoi l'homme a-t-il tué 3 personnes mais a laissé Jane Doe et son fils en vie? Une théorie suggère que Randy Gorenberg et Nancy Bokikio se sont débattus. Nancy était menottée, mais ses menottes étaient cassées. Nous ne savons pas si Nancy les a cassées en se débattant ou si l'agresseur les a cassées. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai été convaincue qu'elle s'est battue pour Joey. Ont-elles été longtemps torturées? Laquelle a été la première? Même si ça a dû être atroce d'être la deuxième, qui que ce fût, j'espère juste que ça a été rapide. Je prie Dieu qu'elles aient au moins été côte à côte, que ma sœur a pu la serrer dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours en vie et pas elle. Je me rejoue la scène sans cesse. Je sais ce qu'elles ont enduré et ce qu'elles ont ressenti avant d'être tuées. Et c'est difficile de gérer tout ça. Depuis les meurtres, le centre commercial a installé des caméras dans les parkings et renforcé les patrouilles de sécurité. Mais ce n'est pas une grande consolation pour les familles qui ont souffert aux mains d'un tueur cruel. Je veux savoir pourquoi elle a été prise pour cible. Qu'est-ce que le meurtrier y a gagné? Qui a-t-il gagné? Pense-t-il à elle? Arrive-t-il à dormir? Car nous, on n'y arrive pas. Nous ne sommes pas en paix. Qui que ce soit, je veux savoir pourquoi. Pourquoi avez-vous fait ça? Je veux le voir aller en prison et payer pour ce qu'il a fait. Je prie pour que ça n'arrive à personne d'autre.
Dans le sud-est de la Virginie se trouve un morceau de terre niché entre les fleuves York et James et connu sous le nom de la péninsule. La région est riche d'histoire de l'époque coloniale. Mais à la fin des années 80, un tueur en série a parcouru la région, occasionnant une kyrielle de doubles homicides non résolus. Toutes ces affaires ont des choses en commun. Ce sont des couples, ils étaient blancs, ils se trouvaient dans des endroits isolés. Il est évident que le tueur savait qu'il y aurait des couples à cet endroit. Il a choisi ses victimes d'après l'endroit où elles étaient. Les deux premières victimes sont Rebecca Dowski, 21 ans, et Kathleen Thomas, 27 ans. Mademoiselle Thomas était diplômée de l'école navale et était agent de change à Norfolk. Rebecca Dowski était une jeune femme très appréciée de l'université William & Mary. Becky était comme beaucoup de jeunes de 21 ans. Elle avait beaucoup d'énergie et adorait la vie. Elle avait beaucoup d'esprit et d'humour. Rebecca et Kathleen ont été vues vivantes pour la dernière fois le soir du jeudi 9 octobre 1986. Nous savons que Becky était au centre informatique de l'université. On n'a pas réussi à savoir où était son amie. Ce jeudi soir, elles ont été vues dans un restaurant près de Yorktown. Il y a un trou de 4 à 6 heures pendant lequel il est difficile de savoir où elles étaient. Mais pendant ce temps-là, elles ont été tuées. Il est possible qu'elles aient quitté le pub de Yorktown et qu'elles aient été accostées ailleurs. Le vendredi matin, un jogger trouve Rebecca et Kathleen mortes dans une voiture sur une colline près de Colonial Parkway. Rien ne montre que le motif était le vol. Leur sac était là avec leur carte bancaire, leur carte d'identité et de l'argent en espèces. Kathleen était dans le coffre de sa Honda et Rebecca a été retrouvée sur le siège arrière. Elles ont été étouffées. Le médecin légiste pense qu'elles ont été étranglées avec quelque chose comme une corde à linge qui avait un nœud coulant. On a la preuve qu'elles ont été ligotées. Elles avaient la gorge tranchée. Le tueur s'est acharné. Elles ont été emmenées là-bas pour une raison ou une autre, pour se débarrasser des corps ou de la voiture. Je ne sais pas pourquoi cet individu a choisi cet endroit. Je pense qu'elles ont été choisies car elles semblaient vulnérables à cette personne qui cherchait des victimes. On dirait que ça a été une attaque violente, pas forcément préparée. Je pense que le tueur est tombé sur elles et pour une raison ou pour une autre, il a été mis dans une rage folle, il les a tuées et s'est débarrassé d'elles. Le plus difficile a été d'aller à la morgue pour identifier le corps. Ça a été très dur de voir ce que cette personne lui avait fait. Il l'a étranglée, puis il lui a tranché la gorge. J'ai réalisé comme cette mort a dû être difficile. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Nous avons fait une enquête approfondie et nous avons mobilisé beaucoup d'hommes pour essayer de résoudre l'affaire. La police a eu beaucoup de suspects, mais les pistes et les espoirs se sont épuisés. Puis les autres meurtres ont commencé. 11 mois s'écoulent avant que le serial killer naissant n'exécute Robin Edwards, 14 ans, et David Knobling, 20 ans. David était complexe. Il pouvait être un petit monstre, comme la personne la plus gentille du monde. Il était très prévenant. C'était un gentleman. Il avait son appartement, sa voiture, il avait un bon travail, gagnait bien sa vie, il se reprenait en main. Le soir du dimanche 20 septembre 87, David rencontre Robin Edwards pour la première fois. Ils n'étaient même pas censés se rencontrer. Moi et mon cousin Jason voulions retrouver Robin. David devait simplement nous conduire à la salle de jeux vidéo. On y est resté pendant au moins 1h30. Puis on est parti et on a déposé Robin. Ensuite, moi, David et Jason sommes revenus à la maison. Je crois qu'il était environ 23h30. David a dit qu'il devait aller quelque part. Il est parti et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Les autorités ne savent pas où David est ensuite allé. Elles pensent que vers minuit, il a retrouvé Robin et qu'ils sont allés ensemble à la réserve naturelle de Ragged Island. Il semble qu'il se soit garé dans un endroit bien connu des amoureux. Il pleuvait, la voiture a été trouvée par un adjoint du shérif tard dans la nuit. La radio allumée, les essuie-glaces en marche et un portefeuille sur le siège.
La voiture était garée avec les clés dessus, les vitres baissées sous la pluie. Il n'aurait jamais laissé sa voiture comme ça. Jamais. Il adorait cette voiture. J'y suis allé et on a regardé aux alentours. La police a regardé. Ils ont dit, il n'y a aucune preuve de crime. C'est alors que j'ai ramené la voiture. Elle n'a jamais été examinée par l'équipe médico-légale. C'est plus tard que quelqu'un s'est rendu compte qu'il n'était jamais rentré. Et ils se sont mis à draguer la rivière et à chercher, mais n'ont rien trouvé. À marée basse, le 23 septembre, un promeneur découvre le corps de Robin Edwards sur la côte de Ragged Island. Avec la police, le FBI, le département du shérif et le coroner, nous sommes allés là-bas. Je ne suis même pas allé où était le corps de Robin. Nous avons fait environ 45 mètres de plus, et c'est là qu'était le corps de David. Je l'ai identifié tout de suite, c'était David. Pourquoi avoir fait ça? Nous pensons qu'ils ont été tués en dehors de leur véhicule. Ils ont été forcés à marcher pendant 2,5 km jusqu'à un quai en bois où ils ont été exécutés. Je pense que David a essayé de s'échapper, de se battre, car on lui a tiré dans le dos. On lui a tiré une balle dans l'épaule pour l'arrêter. Et une fois qu'il a été arrêté, on lui a tiré une balle à l'arrière de la tête, comme pour une exécution, de la même façon que Robin. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. Il ne faisait pas quelque chose qui était si ignoble qu'il méritait de mourir. Surtout d'une façon aussi atroce. C'est un meurtre insensé. C'est impensable que quelqu'un ait délibérément tué mon fils. Fin 89, le tueur rentre à l'intérieur des terres prenant les vies de Daniel Lauer, 20 ans, et Anna Maria Fels, 18 ans, ses victimes numéros 7 et 8. Elle était super. Elle avait une personnalité sympathique. Tout le monde s'entendait bien avec Anna. C'était une bonne fille. C'était un personnage, vraiment. Elle était pétillante, heureuse. Le jour de la fête du travail en 1989, Anna doit aider le petit frère de son copain Daniel à déménager à Virginia Beach. En fin de soirée, il se dirige vers la côte atlantique sur l'autoroute 64. Il devait arriver à Virginia Beach tôt le matin. Son copain a essayé de les appeler, mais ils n'étaient pas là. Il était 5 heures le lendemain matin. La police m'a dit qu'ils avaient une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, ils avaient trouvé la voiture. La mauvaise, il n'y avait personne. Rien. Je me suis senti abattu. J'espérais que tout allait s'arranger, mais j'ai pensé au pire. Leur voiture s'est arrêtée sur une aire de repos en direction de Virginia Beach. Anna Maria et Daniel se dirigeaient vers l'est, mais leur voiture a été trouvée sur l'aire de repos de New Kent, qui est de l'autre côté de l'autoroute, dans la direction opposée de celle qu'ils étaient censés prendre. L'employé de l'aire de repos a signalé une voiture qui est restée là toute la nuit. La Chevy Nova abandonnée de Daniel porte la signature du serial killer présumé des affaires précédentes. À l'intérieur, la police trouve les clés sur le contact, le portefeuille de David, certains de ses vêtements et le sac d'Anna. Une couverture du siège arrière manque. Ça n'a aucun sens. Il n'aurait pas laissé la voiture et encore moins son sac, ou rien de tout ça. Un jeune homme ne se sépare pas de sa voiture. Il ne va pas laisser sa voiture sur l'aire de repos. Quelque chose de terrible est arrivé pour les séparer. Terrible. La police a réalisé. Nous avons une disparition, sinon un double homicide. C'était horrible. Quelque chose manque, ça fait mal et on veut le retrouver. Le 19 octobre, après 6 semaines de recherche, des forestiers trouvent les restes de Daniel et d'Anna sur un chemin de terre à environ 3 km de l'aire de repos. Ces chasseurs de sangliers sont dans les bois et ils trébuchent sur des os recouverts d'une couverture. C'est la couverture de la voiture. Les corps sont sérieusement décomposés. Daniel Lauer avait reçu des coups de couteau, mais l'autopsie ne pouvait classifier sa mort autrement que comme un homicide. Anna Maria Phelps avait été poignardée et c'est sûrement la cause de sa mort. Tuer ma fille comme ça. Poignardée ici. Le couteau a traversé ses mains et son front.
Il faut avoir le cerveau dérangé pour faire quelque chose comme ça. Ils ont sûrement été kidnappés sur l'aire de repos de l'Est et ont été emmenés dans les bois. Ils ont sûrement été tués là-bas. Leurs corps ont été abandonnés là-bas. Puis la voiture a été reconduite à l'aire de repos de l'Ouest. Quand on se met à bouger les corps et les voitures, ça prouve une décontraction qui est plutôt effrayante. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on être aussi ignoble? Ça fait mal. C'est comme si quelqu'un vous arrachait le cœur avec sa main. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de ne pas penser à elle. Ça me rend fou car j'ai l'impression de la laisser tomber. Et ce n'est pas le cas. Elle me manque. En 1990, les autorités font une annonce au public avec les détails des 4 homicides doubles qu'elles relient à un serial killer dans la péninsule de Virginie. Nous avons un prédateur en liberté. C'est toujours dans la même zone géographique. Ce qui nous inquiète probablement encore plus que tout, c'est qu'il semblerait que très vite, les victimes sont contrôlées. Nous avons pensé qu'il était possible que l'auteur des crimes se soit fait obéir en se faisant passer pour un policier. Et il était alors trop tard pour qu'il se défende. Un tueur organisé, s'il devient une figure d'autorité en utilisant un uniforme, ça doit être préparé. Il lui faudrait une arme pour se faire obéir. Cela pourrait indiquer que d'une façon ou d'une autre, il se soit fait arrêter par de faux policiers. Si on regarde comment les victimes de ces affaires ont été manipulées, il semblerait qu'on ait affaire à 2 agresseurs. À mon avis, il y a trop de mouvements avec ces victimes pour qu'on n'ait qu'un seul agresseur qui se fasse obéir pendant tout le temps de l'agression. La plupart des serial killers agissent seuls. Mais la plupart des serial killers ne tuent qu'une personne à la fois. Toutes ces victimes étaient des couples. Le tueur a donc dû être suffisamment fort pour avoir le dessus. Nous avons donc un individu assez intelligent pour se faire accompagner de quelqu'un pour l'aider et qui lui obéit. Assez intelligent pour tuer 8 personnes il y a des années et être toujours en liberté. Le duo meurtrier présumé n'a jamais été rattrapé et les familles qu'ils ont persécutées n'ont toujours pas trouvé justice. Dans les années 80, beaucoup de serial killers couraient dans la nature. Le concept du meurtre en série était relativement nouveau. Ce n'était pas courant, surtout par ici, comme ça allait le devenir. Cette série de meurtres a changé l'image de la vallée du fleuve Connecticut comme un endroit sûr et paisible. Une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. En décembre 2005, Eileen Nicolaou, 56 ans, va se cacher après avoir été attaquée par son mari Michael. Eileen s'est enfuie de Géorgie et est allée chez sa sœur à Tampa. Michael Nicolaou l'a retrouvée. Il a rempli un étui à guitare d'armes et s'est rendu chez sa sœur. Le soir de la Saint-Sylvestre, le mari furieux rattrape sa femme. J'étais à la maison avec ma sœur Eileen. Ma nièce entre, elle baisse la tête et je vois Michael juste derrière elle portant un trench coat. Ma sœur le regarde et lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec un revolver ?» Il a forcé Eileen et sa fille à aller dans une chambre et les a retenus en otage. J'ai appelé la police, j'avais peur. La police est arrivée. Ils m'ont emmené au coin de la rue et on attendait que le groupe d'intervention arrive quand on a entendu des coups de feu. Il avait tué ma nièce et ma sœur avant de se suicider. Les meurtres auraient pu être considérés comme un simple incident domestique. Mais le lendemain, un article sur le double meurtre-suicide attire l'attention de la détective privée Lynn Marie Carty. J'ai ouvert le journal et en première page, le jour du Nouvel An 2006. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu son nom. Michael Nicolaou. Nicolaou était un vétéran du Vietnam, violent, sujet à des problèmes psychologiques. Pendant 4 ans, Lynn Carty suspecte Nicolaou d'être impliqué dans la disparition de sa première femme, Michelle Ashley, qui a disparu à Holyoke, dans le Massachusetts en 1988.
J'ai eu ce drôle de pressentiment et je me suis dit que j'avais besoin d'y jeter un œil. Quelles autres femmes ont eu des problèmes dans la période et dans la région où Michelle a disparu? L'enquête de Cartill amène à des conclusions surprenantes. Plusieurs jeunes femmes ont été assassinées pendant les années 80 dans la même zone géographique. Le 30 mai 1984, une fille de 17 ans disparaît à Claremont, dans le New Hampshire. Bernice Courtemanche a été vue pour la dernière fois faisant de l'autostop pour Newport. Elle devait retrouver son copain à environ 15 km de l'autre côté de Claremont. Elle n'est jamais arrivée. Le lendemain, sa famille signale sa disparition. À l'époque, ça semblait être une disparition assez courante d'une fille de 17 ans. Ça laisse un grand vide. Où est-elle allée? Qui l'a enlevée? Le 20 juillet 1984, Ellen Freed est la deuxième femme qui disparaît à Claremont. Ellen Freed était dans une cabine téléphonique à 2 h du matin. Elle a vu passer une voiture qui lui semblait suspecte. Elle a d'ailleurs parlé de cette voiture à la personne avec qui elle était au téléphone. Elle était allée téléphoner en voiture. C'est le dernier endroit où on sait qu'elle est allée. La voiture a été retrouvée, fermée, à l'autre bout de Claremont. Certaines de ses affaires étaient dans la voiture. Avec la disparition d'Ellen Freed, les inquiétudes de la police se sont accrues. Tous les services des alentours, y compris ceux du Vermont, enquêtaient activement pour tenter de retrouver les deux victimes. Ces jeunes femmes avaient des attaches dans la région. Ça défie les lois de la probabilité que deux femmes disparaissent comme ça dans une période aussi rapprochée. J'étais convaincu qu'il y avait un problème et qu'on devait s'y intéresser. Le 10 juillet 1985, Eva Morse, 27 ans, disparaît sur l'autoroute. C'était une mère célibataire. Elle allait de Charlestown à Claremont. Un témoin l'a vue faire de l'autostop. C'est en fin d'après-midi que sa famille et ses amis ont signalé sa disparition. C'était la troisième femme disparue en moins de 14 mois. Qu'est-ce qui a bien pu nous échapper? Que se passe-t-il dans cette petite ville du New Hampshire? À l'époque, je me demandais si ce n'était pas le début de meurtres en série. Sans explication plausible à la disparition des femmes, une vague de panique s'empare de la communauté. Tout d'un coup, des jeunes femmes disparaissent dans cette zone géographique relativement petite. Ça défie la raison. Quelles sont les chances pour qu'une telle chose arrive dans une telle région sans qu'il y ait une quelconque influence extérieure en jeu? 1 an et demi après la disparition, la peur initiale qui était à la limite de la terreur se calme un peu. Puis on commence à trouver les corps. Le 19 septembre 1985, un événement important se produit. Le corps d'Ellen Freed est découvert près de la rivière Sugar. C'est l'endroit où le corps d'Ellen Freed a été retrouvé, à environ 180 mètres là-bas, au milieu des arbres et des sous-bois. Lors de l'autopsie, certains signes sur les os ont laissé supposer qu'elle avait pu être poignardée. 4 jours plus tard, un autre corps réapparaît à 50 km de Claremont dans le New Hampshire. La deuxième des 3 femmes disparues est retrouvée. C'est le 19 avril 1986 que des randonneurs ont trouvé le corps de Bernice Courtemanche dans les bois. Dans cette rivière, à environ 270 mètres en amont. Bernice avait disparu 2 ans auparavant. Son corps est retrouvé près de la rivière Sugar, la même rivière où la police avait retrouvé les restes d'Ellen Freed 7 mois plus tôt. L'autopsie révèle des ressemblances entre les meurtres de Bernice Courtemanche et les morts de Linda Moore et d'Ellen Freed. Nous avons pu établir la cause de la mort, et elle a été provoquée par des coups de poignard. 6 jours plus tard, le corps d'Eva Morse est retrouvé à West Unity, dans le New Hampshire. Eva avait disparu en juillet 1985, et c'est environ 12 mois plus tard que son corps a été retrouvé sur Dunham Road. La décomposition était à un stade avancé, mais nous avons tout de même réussi à établir la cause de la mort, coup de couteau. À ce moment-là, j'étais certain qu'un serial killer opérait dans la région.
Les meurtres avaient tous le même thème général. Les femmes avaient toutes une blessure au cou, ce qui est enseigné aux soldats pour paralyser leurs victimes. L'utilisation du couteau était un premier renseignement. Ensuite, et ce qui est encore plus important, tuer avec un couteau est un meurtre plutôt intime. Les assassins qui tuent avec un couteau ne sont pas courants. Avoir plus d'un assassin au couteau dans la vallée est vraiment peu probable. La victime suivante, une jeune femme rentrant chez elle tard le soir sur Old Homestead Highway dans le New Hampshire. Le 6 août 1988, Jane Borowski s'arrête chez Gormalows, dans la ville de Swansea. Elle revenait d'une fête. Il était environ minuit et demi. Elle était enceinte de 7 mois à l'époque. Il faisait très chaud et humide. Ils avaient des distributeurs automatiques, alors je suis allée me chercher un soda et je suis revenue à ma voiture. C'est alors que j'ai remarqué qu'un véhicule s'était garé à côté de moi. C'était une Jeep Wagoneer, mais je n'y ai pas fait plus attention que ça. Et tout d'un coup, il se met à marcher vers l'arrière de ma voiture. J'avais peur. Il a ouvert sa porte, a essayé de l'attraper par le poignet. Elle l'a repoussé du pied. Je me suis mise à crier. En fait, j'ai crié si fort que ça a fait exploser les vaisseaux sanguins de mes yeux. Ensuite, il a sorti un couteau et me l'a mis sous la gorge. Il a fini par prendre le dessus, l'a traîné sur le parking et a commencé à la poignarder. Il m'avait coupé au cou et j'ai couru. Il m'a plaqué au sol comme un joueur de rugby, m'a maintenu à terre et s'est mis à me poignarder. Tout ce dont je me souviens, c'est d'essayer de protéger mon bébé, d'essayer que le couteau n'atteigne pas mon ventre. À ce moment-là, Jane fait semblant d'être morte. Le suspect remonte dans son véhicule et s'en va. Il s'est levé et s'est éloigné en étant très calme, serein, comme si rien ne s'était passé. J'étais sur le dos, je me suis retournée pour me mettre à 4 pattes, et au moment où j'étais à 4 pattes, je l'ai vu rouler à côté de moi. C'est une vision que je n'oublierai jamais. Fait extraordinaire, il ne l'a pas poignardé dans le ventre. Jane a réussi à se lever, à retourner à sa voiture et à conduire pour trouver de l'aide. Je me souviens m'être réveillée en soins intensifs et il décrivait toutes mes blessures. Ma jugulaire avait été coupée, j'avais 2 côtes cassées, il avait touché un tendon de mon genou, un tendon de mon pouce, et les médecins estimaient entre 23 et 27 coups de couteau. Mon bébé s'est retrouvé avec des problèmes. Elle est née prématurée de 2 semaines. Elle est née avec la maladie bleue, sans tension. Donc maintenant, elle a une légère paralysie cérébrale. Pour Jane, les souvenirs sont plus profonds que les blessures. Je suis allée 2 fois à l'hôpital pour des dépressions nerveuses. J'ai fait des dépressions, j'ai eu des pensées suicidaires, j'ai des troubles compulsifs, je ne fais confiance à personne. Je ne suis plus la même femme que j'étais avant d'être attaquée. Jane ne comprendra jamais pourquoi elle a survécu. Surtout quand son agression féroce ressemble étrangement au meurtre des 6 autres femmes qui ont été méthodiquement assassinées dans la vallée du fleuve Connecticut. Les journaux ont commencé à dire que mon agression était peut-être celle d'un serial killer. J'avais très peur car je me disais, il l'a déjà tué, il a essayé de me tuer. Va-t-il revenir pour me tuer? En décembre 88, Michelle Ashley, 22 ans, disparaît à Holyoke, dans le Massachusetts. Quand la police est arrivée à son appartement, ils ont trouvé les cadeaux de Noël enveloppés sous le sapin. Rien n'avait été ouvert. Il y avait de la nourriture périmée dans le réfrigérateur. Avant de disparaître, Michelle aurait dit à sa mère « Si je disparais, c'est qu'il m'a tué ».
en faisant référence à son mari vétéran du Vietnam, Michael Nicolaou. Mais pendant 13 ans, l'affaire de la disparition n'est pas diffusée. Quand la police a enfin interrogé Michael Nicolaou à ce sujet, sa première réponse a été de dire qu'il ne savait pas de qui il parlait. Ça m'a immédiatement alerté. J'ai appelé Michael Nicolaou et je lui ai dit que la mère de sa femme m'avait engagé pour trouver sa fille Michelle et ses 2 petits-enfants. Où sont-ils? Il m'a répondu, « Les petits-enfants vont bien, mais Michelle était une salope. Elle s'est enfuie avec un dealer. » Et il m'a dit, « Comment m'avez-vous trouvé ?» Dans un virage qui ramène l'histoire à son point de départ, Nicolaou est le même homme qui tuera plus tard sa seconde femme, sa belle-fille et lui-même en 2005. Les morts violentes confirment les recherches de Lynn Marie Carty. Le héros de guerre était un homme dangereux au passé psychologique fragile. Ses coéquipiers de vol pendant la guerre nous ont raconté des histoires assez surprenantes sur l'amour qu'il portait à son couteau. Il posait son hélicoptère en territoire ennemi, sortait son couteau, les laissait là en plein danger et disait « Je pars à la chasse à l'homme ». On avait un homme dont le passé correspondait à l'association d'un esprit méthodique et d'un esprit sauvage. Il y avait suffisamment de points d'interrogation pour qu'on commence à s'intéresser à lui. C'est alors que Lynn a commencé à mettre au jour des renseignements sur les meurtres de la vallée du fleuve Connecticut. Lynn Marie m'a contacté au début 2006, après que Michael Nicolaou s'est suicidé. C'était incroyable. Tout correspondait. J'ai vu sa photo et j'ai dit, oui, il y a des ressemblances. Quand je regarde Nicolaou, j'ai l'impression de regarder le croquis. Je suis absolument certaine que c'est Nicolaou qui m'a attaqué. Michael Nicolaou a peut-être emmené dans la tombe le secret de qui a commis ces agressions féroces. Mais en attendant que la police résolve ces crimes, les familles vont continuer à vivre sans pouvoir tourner la page. On a besoin d'en savoir plus que ce qu'on n'aurait jamais voulu savoir. Ne pas avoir de conclusion, c'est comme si le meurtre était gratuit. Je me sens chanceuse d'avoir survécu. Mais je me sens aussi coupable. Je veux des réponses tout comme leur famille. Je pense toujours aux familles. Beaucoup. J'aimerais que nous puissions trouver ce qui est arrivé à ces personnes, pourquoi et qui est responsable. Je ne suis pas certain que ça arrivera un jour. Il est trop tard pour ces victimes, mais pour leur famille et la société en général, l'espoir que ces serial killers seront trouvés et arrêtés avant qu'ils ne recommencent est toujours présent. La science et la technologie ont bien avancé et on a créé des outils pour les attraper quand ils font une erreur. Les tests médico-légaux ont grandement évolué. On peut maintenant travailler sur des échantillons, comme des taches de sang, d'anciennes affaires, dans lesquelles l'ADN était trop abîmé. L'avenir est excitant. Je pense que nous allons continuer à en apprendre plus sur le fonctionnement de leur cerveau, sur les signes avant-coureurs de ce genre de comportement, ce qui nous permettra peut-être de développer des traitements pour un serial killer naissant à l'adolescence ou la préadolescence. Nous avons beaucoup plus de méthodes sophistiquées qu'avant pour attraper les serial killers. Il est difficile d'être plus malin que les autorités aujourd'hui. Ils finiront par se faire prendre pour quelque chose et ils seront alors mis dans le système. Dès qu'ils feront un faux pas, ils seront soumis à des analyses et seront rattachés aux affaires où ils ont laissé leur ADN. On imagine toujours les serial killers comme des personnes solitaires, exclues de la société. Mais en réalité, ils sont extraordinairement ordinaires. Ils ne ressemblent pas aux monstres qu'ils sont et c'est pourquoi il est si difficile de les arrêter. Ce numéro spécial consacré aux tueurs en série est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et puis vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr. Ciao.